Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter le forum du studio Kalangou. Au microphone, Mohamed Maman. Vous recevez ce forum grâce à un réseau de 52 radios partenaires sur l'ensemble des 8 régions du Niger. À Maradi, ce forum est diffusé sur les ondes de la radio Garkwa 107 MHz et la radio Saraunia sur les 102.1 MHz. L'émission d'aujourd'hui porte sur comment lutter contre la consommation des stupéfiants dans les établissements scolaires de Maradi. À Maradi, la consommation des stupéfiants par les jeunes en milieu scolaire gagne du terrain. Des chiffres récents du centre hospitalier régional de Maradi montrent que 30% des consultations psychiatriques mensuelles sont celles des élèves consommateurs de stupéfiants, une situation alarmante qui interpelle. Alors, quelles sont les causes de cette prise des stupéfiants par les élèves? Quelles conséquences et quelles solutions durables pour y faire face? Pour répondre à nos questions, nous recevons comme invité M. Abdou Etienne, directeur départemental de l'éducation Maradi 1. M. Abdou, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Yacouba Labou du Conseil régional des jeunes de Maradi. M. Yacouba, bonsoir. Bonsoir, M. Mohamed. Nous sommes avec aussi Mme Lawali Hawa, Association des mères éducatrices et point focal santé scolaire. Madame, bonsoir. Bonsoir. Madame Nagadi Balkissou, point focal COGES. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À la présentation, je suis Mohamed Maman. Alors, je commence par vous, monsieur le directeur départemental de l'éducation, monsieur Abdou Etienne. Quelle est l'ampleur de la consommation de la drogue dans les écoles à Maradi-Ville? Oui, Mohamed, il faut rappeler qu'effectivement, c'est un fléau qui est en train de prendre d'ampleur dans les établissements. Vous venez de donner en tout cas des statistiques que 30%, selon donc une étude menée par le centre psychiatrique de Maradi régional, que 30% de ces élèves-là sont des consommateurs donc de ces stupéfiants. Les causes, c'est quoi? Il faut dire que effectivement ces élèves-là, ils le prennent, c'est pour une expérience qu'ils font dans la vie, parce que tout simplement ils ont vu autrui consommer et ils ont vu peut-être ce qu'ils ressentent. Donc pour eux, c'est une expérience de la vie qu'ils sont en train de découvrir. Or, ils ne savent pas, en découvrant effectivement, en faisant ça, ils sont en train vraiment de mettre leur santé en danger. Et ce qui fait que vous allez voir dans le groupe beaucoup de jeunes, ils veulent s'imposer. Et quand ils s'imposent, donc c'est par rapport donc vraiment à la prise de ces stupéfiants-là, de cette drogue, qui les incite, c'est-à-dire qui les donne, pour eux, qui les donne une sorte de courage ou de force dans le groupe. Or, c'est dangereux. C'est une manière de s'affirmer. De s'affirmer dans le groupe, exactement. C'est une manière de s'affirmer dans le groupe. Donc, on va dire, il est leader, voilà, etc. Et vous le voyez tout autour de lui, il a même des sympathisants, hein. Des sympathisants tout autour de lui et qui les expliquent même que la fois passée, il a pris, mais il a été ceci, il a fait ceci, il a fait cela, etc., etc. Ouais, pour eux, c'est comme si c'est un courage, c'est une bravoure qui sont en train de pouvoir faire des choses. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ce qu'on trouve dans les établissements où vous allez voir certains comportements des élèves, mais c'est inadmissible. Vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que réellement cet élève-là, excusez-moi de l'expression, est-ce qu'il a sa tête sur ses épaules? Le fait qu'il agisse comme ça. Et quand on va aller voir, c'est ça qu'il a pris. Pour s'affirmer, comme vous venez de dire. Et même en classe, vous allez voir une sorte d'agitation qu'il fait au niveau. Il est agité en classe quand le professeur parle. Alors, tu vois, il y a beaucoup de facteurs qui l'entourent et maintenant, quand il sort, il se fait une vedette. Et là, c'est fini. Quand il commence par là, c'est fini. Vous voyez? Donc, vraiment, cette ampleur-là, je pense qu'au niveau de la ville de Maradi et de la région en général, il faudrait vraiment faire beaucoup de sensibilisation et attirer l'attention de ces jeunes-là sur les méfaits de cette consommation. C'est dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes consomment la drogue à l'école? Ça, je vous le dis, ils le consomment. Et mais comment? Voilà comment ils font. C'est-à-dire que lors de la récréation, ou bien quand ils viennent en retard, d'accord, ils contournent, ils sont derrière les établissements.
dans un coin où si par malheur ou par chose, il y a un de ses camarades qui loge à côté de l'école. Donc c'est là maintenant où ils s'organisent. Ils vont chez leur ami, comme il a sa chambre, et c'est là-bas dans sa chambre maintenant qu'il prépare tout. Ils se droguent et puis c'est fini, ils sortent vigoureux. Hein. Et là maintenant, ils se disent qu'ils sont prêts à affronter maintenant n'importe qui en classe et même dans la cour. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils trichent. Donc ils sortent hors de l'établissement, ils trichent pour en tout cas aller dans un coin, juste faire quelques taf et puis revenir. Vous allez voir, ce n'est pas le même élève. Tout de suite, il y a un comportement qui change. C'est ça le problème et c'est ça le danger. Et même les parents ne savent pas si ces enfants-là sont en train de pratiquer sont en train de consommer cette drogue. Les parents ne le savent pas. Et même au niveau de l'administration, c'est après un comportement, d'accord, que l'administration se rend compte est-ce que normalement cet élève-là doit agir comme ça. C'est après un comportement. Mais où ces jeunes trouvent la drogue? Mais c'est tout à fait normal. Mais écoutez, il y a des receleurs, ils le savent. Qui rôdent autour des écoles? Qui rôdent autour des écoles, ou bien ils viennent même avec à l'école. C'est-à-dire, les receleurs, ils savent où le trouver. Ils vont, ils payent. Maintenant, ils viennent à l'école avec. Et que maintenant, pendant la récréation, ou bien avant de rentrer, s'ils sont venus en retard, donc ils passent derrière. Donc, ils font de passe-passe, quoi. Surtout s'ils sont 2, 3, donc ils se regroupent, ils vont. Et ils prennent ça rapidement, ils vont. Et dès qu'ils rentrent dans l'école, mais je vous dis, hein, c'est comme les Aoussa disent, ils ne voient personne. Hein. Ah oui, ils ont la tête haute. Parce qu'ils sont dans... Oui, ils sont dans un autre monde, donc, où tout ce que vous faites là, donc non. C'est eux, ils doivent s'imposer, d'accord, par leur comportement et par leur dire, etc., etc. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour toutes ces précisions. Nous allons tourner vers vous, Yacouba Labo, pour nous dire comment pouvez-vous expliquer l'ampleur de cette situation en tant que membre du Conseil régional de la jeunesse. Merci beaucoup, monsieur Mohamed. Je pense que monsieur le directeur a fait le tour de la question de l'ampleur et surtout aussi partant des statistiques que Mohamed vous venez de nous dire. Je pense que l'ampleur, tout le monde le voit. À Maradi, on sait très bien que la question des drogues, c'est une question qui est observable, qui est visible. Et très malheureusement, connaissant l'école qui est un lieu d'éducation et d'instruction, mais aujourd'hui l'école est devenue autre chose, ou en tout cas la promotion des prises de stupéfiants est devenue autre chose. Donc c'est un truc qu'on observe de vigie et comme ce que vous avez dit, il y a des mécanismes, en tout cas au niveau de l'école, au niveau de l'administration de l'école, au niveau des parents, mais ce n'est pas suffisant. Parce que, regardez, en tout cas, la question de drogue, ça doit, moi j'ai l'habitude de le dire dans le débat, si nous voulons réellement lutter contre, en tout cas, la drogue, il faut créer les conditions pour empêcher que ces produits rentrent dans notre pays. Nous allons venir sur les solutions. Aujourd'hui, quelles sont ces écoles qui sont beaucoup plus en proie à la consommation de la drogue? Bon, parce que nous, à notre niveau, je ne dispose pas d'une étude, en tout cas pour ressortir clairement les écoles vulnérables par rapport à ça. Mais ce que je sais, dans beaucoup des écoles, surtout quand vous regardez les écoles qui sont là où il y a beaucoup de boutiques alentour, parce qu'on sait que les drogues, là, c'est de façon cachette qu'on vend ça. Pour moi, en attendant, je ne sais pas s'il y a une étude qui a été menée dans la ville de Maradi pour ressortir les écoles, en tout cas qui sont en froid de ce phénomène ou bien qui sont plus exposées par rapport à ces phénomènes. Mais moi, selon ma compréhension des choses, je pense que vu que c'est de façon cachette qu'on vend les drogues, les écoles qui sont entourées par des écoles, par des boutiques et autres, moi je pense que ces écoles-là peuvent être plus exposés à cette question de vente ou bien de prise de stupéfiants dans le milieu scolaire.
Merci Yacouba. Nous allons tourner vers Madame Nagadi de l'association des parents d'élèves, c'est ça? Oui. Vous êtes le point focal. Alors quel regard portez-vous sur cette situation, Madame? Merci bien, Monsieur Mohamed. Donc avant de commencer, je vais venir un peu en arrière pour parler même de ce que signifie les stupéfiants. Parce que dans le langage courant, les stupéfiants, c'est l'ensemble des drogues illicites, à savoir l'alcool, le tabac, le cannabis, la cocaïne, pour ne citer que cela. Donc, ces différentes drogues entravent la bonne marche du système éducatif. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent des substances qui modifient l'état de conscience. Donc, dans nos établissements, et le constat qu'on a eu à faire, qu'est-ce qui entrave cette bonne marche de l'école? C'est la consommation de ces stupéfiants-là en milieu scolaire. Cette consommation provoque le blocage parce que ça entraîne la baisse de niveau. Il y a la baisse de niveau, ça entraîne le renvoi. L'enfant devient agressif lorsqu'il prend ces stupéfiants-là. Donc l'enseignant même, il n'est pas posé parce qu'à travers ces consommations, tout le monde a peur. Les enfants ont peur d'eux-mêmes. Les enseignants à leur niveau aussi ont peur de ces enfants, de ces élèves-là, parce que maintenant, nous avons constaté qu'il y a des élèves qui sont agressifs à l'égard de leurs enseignants. Rien que l'année passée, si vous vous rappelez, il y a un enfant qui a eu à poignarder son enseignant dans la classe. Tout ça là, c'est dû à quoi? C'est à la consommation de ces stupéfiants. Donc, quand on est hors de la santé mentale, on peut tout faire. On peut tout faire. L'enfant, il se voit même roi. Il ne voit rien de négatif. Lui, tout acte qu'il va poser, il va se sentir à l'aise et il considère ça que c'est normal. Donc voilà. Alors vous qui êtes de l'association des parents d'élèves, comment vous, parents, vous percevez cette situation? Donc, si nous revenons avec ce qu'il vient de dire, le monsieur le directeur et ceux qui m'ont dévancé, ils ont parlé des kiosques se trouvant aux alentours des établissements. Nous voulons à ce que la mairie prenne l'engagement de déguerpir ces différents kiosques-là, parce que le plus souvent, c'est aux alentours des établissements qu'ils partent acheter ça pour venir vendre même au sein des établissements. Voyez-vous, donc ces différents établissements, nous voulons à ce que tous les kiosques se trouvant aux alentours de tous les établissements, que ça soit déguerpi. Parce qu'avec ça, on va un peu réduire. Et la faute, c'est à plusieurs niveaux. Mais justement, vous parents, parce qu'on dit que deux fois les parents n'acceptent pas de voir que leurs enfants consomment de la drogue. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, les parents n'acceptent pas à ce que leurs enfants consomment de la drogue. Oui, je suis parfaitement d'accord avec. Mais il y a certains parents, vous savez tous comment est devenue cette société. Il y a certains parents même, c'est eux-mêmes qui poussent les élèves à la consommation là. Parce que vu la situation familiale, par exemple, si nous prenons les familles là où il y a la polygamie, parfois si la maman est décédée ou bien c'est une femme qui domine la maison, les autres enfants seront mal vus par le père. Voyez-vous, donc ces enfants-là peuvent être rejetés dans la rue. Et la rue là, quand elle accepte, quand elle ouvre ses bras pour recevoir ces enfants-là, quel genre d'enfants on aura? Ils auront une éducation parallèle à ce qu'on est en train de leur donner dans la maison. Parce qu'ils vont vivre avec leur père, qui n'ont pas d'éducation, qui prennent tout et ils seront entraînés petit à petit. Voyez-vous, donc, de là, on peut dire qu'il y a certains parents. Il y a aussi le modernisme. Nous, maintenant, parents, nous aimons bien nos enfants. On les chérit de trop. On met tout à leur disposition sans contrôle. Quand nous prenons les télévisions, par exemple, il y a différentes chaînes. Les enfants, ils voient tout. Les parents ne contrôlent pas. Quelle est la chaîne que mon enfant est en train de suivre? Donc, de là, il observe, il voit, il va dire, moi aussi, je vais appliquer. Il y a les réseaux sociaux. Le téléphone portable, là, c'est ce qui est en train de détruire toute l'éducation que nous sommes en train de donner à nos enfants. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, là, les enfants apprennent tout avec leur père, dans le quartier, etc., dans les maisons même, sans que les parents ne le sachent. Merci beaucoup, Madame Nagadi. Madame Hawa, Madame Laoli Hawa, vous êtes aussi de l'association des mères éducatrices, point focal santé scolaire. Comment vous êtes en train de voir ce problème aussi de consommation de drogue à l'école? Merci bien, monsieur. Si nous essayons de voir
Aujourd'hui, donc, les établissements, la jeunesse, et plus particulièrement aussi les établissements scolaires, sont frappés par ce fléau-là de consommation de stupéfiants. Alors, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y a plusieurs causes et facteurs qui poussent ces enfants-là donc, à aller consommer donc, de la drogue. Il y a des facteurs individuels, comme il y a l'ignorance, la curiosité, il y a le désir donc, de vivre les expériences. Il y a aussi d'autres facteurs sociaux, comme l'abandon des parents dans l'éducation. Il y a aussi la pauvreté, le chômage. Pour ne citer que cela, il y en a plusieurs facteurs. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand nous partons dans les établissements, il y a vraiment des comportements bizarres à l'égard de nos jeunes scolaires-là. Donc, et cette drogue-là, où est-ce qu'ils en trouvent? Les enfants-là d'aujourd'hui, ils sont plus malins que nous. Ils font ça à l'insu de leurs parents. Et ils connaissent mieux que nous les points de vente de ces différentes drogues-là. Merci beaucoup, chers invités. Nous venons de finir la première partie de notre émission. Nous allons entamer la deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui. Alors, monsieur le directeur, quelles sont les politiques mises en place dans les différents établissements pour faire face à cette consommation de drogue? Bon, les différentes politiques, on parle de politiques, mais de stratégies. Des stratégies, oui. Voilà, des stratégies peut-être qu'on peut mettre en place pour pouvoir, en tout cas, éradiquer ce fléau. Il y a des structures qui sont mises en place, telles que les comités de veille. Donc, les comités de veille, ce sont eux qui sont plus proches de leurs camarades. Donc, tout comportement qu'ils observent, ce comité de veille-là va vers leurs camarades pour pouvoir donc les sensibiliser, pour déjà rentrer en contact avec eux par rapport à l'acte posé par leurs camarades, par leur père. Donc, ils les sensibilisent déjà dès la base. Donc, c'est le rôle du comité de veille comme ça. Donc, c'est, si vous appelez politique ou stratégie, que dans les établissements, effectivement, on a pu mettre en place. Parce qu'on s'est rendu compte que l'administration seule ne peut pas jouer tout ce rôle de contrôle, surtout les surveillants. Ils ne peuvent pas. Maintenant, en mettant ce comité de veille-là, qui est plus proche, c'est eux-mêmes les camarades qui les désignent. Et je pense que ça doit être par classe, je pense qu'il doit y avoir un leader qui, à chaque fois, quand il y a un comportement désagréable d'un de leurs camarades, c'est lui, effectivement, qui va vers son camarade pour lui dire non, ce que tu viens de faire à tel camarade, ce n'est pas bon. Voilà, il faut cesser, ou bien ce que tu viens de faire en rentrant en classe, ce n'est pas bon, etc., etc. Donc, c'est ce comité-là qui est dans la cour, dans la récréation, partout. Ils surveillent leurs camarades s'il y a de tels événements. Et quand ça les dépasse, ils informent immédiatement l'administration pour que l'administration puisse prendre des mesures pour freiner ou interpeller cet élève-là pour qu'il ne puisse plus, en tout cas, commettre ces actes. Donc, c'est la surveillance au niveau donc, vraiment des établissements que l'administration a mis en place, plus le comité de veille qui est plus proche, en tout cas, de ces élèves-là, de leurs camarades. C'est des élèves, ce n'est pas des professeurs. Donc, c'est des élèves qu'on a formés pour que ce comité de veille-là puisse, en tout cas, être plus proche de leurs camarades et les sensibiliser sur les méfaits. Mais est-ce que c'est efficace si aujourd'hui on dit que c'est des élèves qui doivent dénoncer leurs amis? Est-ce que c'est efficace? Oui, c'est efficace parce que, regardez, un élève qui, par exemple, fait des comportements désagréables dans un établissement et que l'un des membres du comité de veille s'est approché de lui pour le sensibiliser, une première fois. Deuxième fois, il récidive. Mais si le membre du comité de veille là n'informe pas rapidement l'administration, c'est qu'il y aura catastrophe quand il va faire ça. Donc quand ce comité-là, le membre du comité va informer l'administration, donc on interpelle l'élève et on le fait une mise en garde. Donc, comment Hausa que tu vas embâcher au routier, donc on l'a fait peur, il ne va plus recommencer ça.
Donc on le dit, si tu recommences, alors on va te renvoyer de cet établissement et tu vois voilà comment tu vas devenir, tu es un vagabond, etc. Alors que tu as la possibilité de devenir un grand quelqu'un, pourquoi pas un ministre, un président, voilà, etc. Donc c'est cette moralisation-là qu'il faut faire donc, à l'enfant, donc pour l'amener à cesser ce comportement. Ailleurs, dans d'autres établissements, c'est les sacs qui sont fouillés. Est-ce que c'est efficace aussi? Tout ça, c'est des mesures préventives. C'est des mesures préventives. Ce n'est même pas seulement la drogue. Pourquoi on fouille? Mais il y a les armes blanches. Ah oui, il y a des armes blanches. Il y a des élèves qui viennent avec des armes blanches, des armes blanches dans leur sac. Au-delà de cette drogue-là, ne voyez pas seulement la drogue. Il peut avoir aussi beaucoup de choses dans le sac. Voilà pourquoi, pour une question de sécurisation, non seulement des élèves et du personnel de l'école, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord que les élèves soient fouillés avant de rentrer en classe, parce qu'on ne sait jamais. Depuis l'avènement dont la collègue a dit qu'un enseignant qui a empoigné son enseignant en classe avec couteau. Vous voyez? Donc, c'est ces mesures-là qu'il faut prendre. Si effectivement ces mesures-là étaient prises et qu'on a fouillé tout le monde avant de rentrer en classe, l'événement-là n'allait pas venir jusqu'à perdre la vie à un de nos collègues. Donc c'est tout à fait juste de contrôler le sac, et même pas le sac, vraiment, en tout cas, tout autour du truc, pour la sécurisation, en tout cas, dans les écoles. Merci beaucoup, monsieur le lecteur. Monsieur Yacouba Labo, au niveau de votre structure des jeunes, quel rôle vous jouez dans la prévention de la consommation de la drogue dans les écoles? Au niveau du conseil, qui est une organisation fêtière de jeunes, je pense que le rôle que nous jouons, c'est le rôle dans le cadre de la sensibilisation. Parce que quand vous regardez, il faut amener les jeunes, les scolaires à comprendre, en tout cas, le fait d'éviter la drogue et tout, c'est dans son intérêt. Parce que quand aujourd'hui un enfant ou bien un élève accepte que aujourd'hui il étudie pour lui, non, pas pour le professeur, pas pour son professeur, pas pour sa maman ni son père, mais il fait ça pour lui, je pense que avec ce genre de mécanisme, de la responsabilisation de la jeunesse en général et les scolaires en particulier, ça va beaucoup aider pour que aujourd'hui la question de la drogue soit derrière nous. Et en dehors de ça aussi, il y a la sensibilisation des aînés, ceux-là en tout cas qui prennent ces stupéfiants devant, par exemple, les parents. Il y a des parents aussi qui prennent ces stupéfiants devant leurs enfants. Vous voyez? Il y a aussi ceux-là, ces commerçants qui le vendent. Donc la sensibilisation au niveau du conseil, c'est à tous les niveaux, à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de la communauté elle-même. Et quand vous regardez aujourd'hui, quand tout le monde, quand tous les acteurs, chacun décide qu'on met fin à la question de la drogue, moi je suis convaincu que nous pouvons le faire. Il suffit que chacun joue son rôle conformément aux principes de la société. Je pense que nous, à notre niveau, ce que nous sommes en train de faire, c'est la sensibilisation. Je sais que vous êtes nouvellement installé, parce que ça ne fait pas très longtemps que les membres des conseils régionaux ont été mis en place. Est-ce que vous avez aujourd'hui une feuille de route? Vous avez déjà une vision par rapport donc à la lutte contre la consommation de la drogue? Tout à fait, Mohamed, parce que quand vous regardez, le conseil a été renouvelé. En tout cas, il y a quelque chose de 3 à 4 mois. Et à notre niveau, en tout cas, nous avons un plan d'action régional où la question de la drogue a été au centre de nos activités. C'est une de nos activités, la question de sensibilisation et caravane de sensibilisation dans les écoles. Et aussi même comment, monsieur le directeur a parlé du comité de veille. Nous, au niveau du conseil, en tout cas, nous avons songé à ces comités de veille-là, à leur renforcement de capacité. Et voir aussi dans la composition, si c'est uniquement les élèves, pourquoi ne pas aussi augmenter au niveau de l'administration, au niveau des associations des parents d'élèves, pour renforcer beaucoup
et amener des personnes ressources auprès de ce comité de veille. Donc, au niveau du conseil, en tout cas, c'est la question de la sensibilisation. Et aussi des plaidoyers. C'est bien placé dans votre plan d'action. C'est bien placé dans notre plan d'action. C'est bien placé. Donc, après la fête, même, nous allons inviter tous les partenaires, tous les présidents au niveau départemental, auprès des autorités régionales, pour présenter notre plan d'action qui sera bien sûr validé à travers une assemblée générale. Une manière de dire à toutes les directions, parce que la question de la jeunesse est une question transversale, pour que aujourd'hui tous les acteurs voient concrètement ce que nous, en tant que structure fédératrice de la jeunesse, ce que nous prévoyons pour la jeunesse, surtout dans le secteur social de base qui est l'éducation et la santé. Donc je pense que c'est nous, notre vision au niveau du conseil régional. Et en dehors de la sensibilisation, quand je dis, il y a aussi des plaidoyers auprès des autorités pour comprendre des dispositions. Quand vous prenez actuellement, nous sommes en train de voir beaucoup de choses au niveau de la ville. Il y a certains lieux, en tout cas, on fait que la promotion est plus de statifiants. Quand vous prenez l'ancien local de la structure là de loisirs qui est tout près du stade, et pas stade. De la tribune. De la tribune. Leur ancien local, il faut aller dans la nuit voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Il y a beaucoup des endroits, en tout cas comme ça. Nous, au niveau du conseil, nous sommes dit, nous allons voir, aller vers qui des droits, au niveau de la ville, au niveau des autorités locales et régionales, pour comprendre des dispositions. Même s'il va falloir que nous plaidons pour que les autorités prennent des dispositions réglementaires pour prévenir la déperdition de nos mœurs. En tout cas, il va falloir. Parce que pour nous, aujourd'hui, la jeunesse est la pierre angulaire de tout développement. Oui. Si aujourd'hui, on va laisser la jeunesse dans les mains, en tout cas de ceux-là qui font la promotion de prise et de vendre les stupéfiants, je pense qu'on ne peut jamais espérer un développement. Donc pour nous, Mohamed, c'est la sensibilisation et aussi le plaidoyer auprès de nos parents, auprès des partenaires aussi et auprès des autorités pour que chacun joue son rôle. Merci beaucoup, M. Yacoub Labo. Je vais me tourner vers Mme Nagadi Balkissou, vous qui êtes de l'association des parents d'élèves. Quelle contribution vous apportez dans la prévention de ce phénomène? Merci Mohamed. D'abord, la politique de l'État. L'État a placé de différentes structures dans nos établissements pour aider l'administration à gérer les différents conflits ou problèmes se situant au niveau de ces établissements. Donc, ces différentes structures-là, nous avons les COGES, nous avons l'association des parents d'élèves, nous avons l'association des mères éducatrices. En dehors de cela, chemin faisant, alors on a dû constater aussi qu'il faut renforcer encore ces différentes structures en créant d'autres. C'est ainsi qu'ils ont eu à créer aussi le comité de veille au niveau des établissements et le club de santé. Avec le comité de veille, lui, il est là, ce sont des élèves avec quelques membres de l'administration et enseignants. Il est composé de 6 membres au niveau de chaque établissement secondaire. Donc, ce comité de veille-là, comme son nom l'indique, il est là pour observer. Qu'est-ce qui se passe? Avant d'aller même directement au niveau de l'administration, les élèves, entre eux, ils observent. Ils constatent ce qui se passe. Ils détectent. Maintenant, avec l'administration et les parents, ils trouvent des solutions. Parce qu'eux, ils se connaissent mieux entre eux qu'avec l'administration. Et les parents d'élèves? Les parents d'élèves aussi, vraiment, le COGES joue un rôle très important. Parce que la plupart des problèmes, c'est avec le COGES qu'on arrive vraiment à régler les différents litiges se produisant dans les établissements, que ce soit entre professeurs élèves ou entre élèves eux-mêmes. Oui, parce que deux fois, on ne voit que, quand on parle de COGES, l'association des parents d'élèves, on ne voit que l'argent. Non. On ne voit que voilà, c'est l'argent qui c'est l'argent seulement que les gens voient, mais concrètement, en réalité, ce que le COGES l'a fait est très important. Parce que sans le COGES, vous voyez, est-ce que l'administration peut gérer, à l'administration seule, peut gérer un établissement qui va au-delà de 4 000 élèves, voire 5 000 élèves. C'est pas facile. Voilà pourquoi donc l'État a créé cette politique-là
en mettant des places ces différentes structures. C'est pour appuyer l'administration. Concrètement, qu'est-ce que ils organisent des activités Ils organisent des activités. Il y a la sensibilisation. Ils sont en contact avec la jeunesse. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, il faut aller vers cette jeunesse-là. Savoir ce qu'elle est en train de vivre. C'est en restant en contact avec la jeunesse qu'on reçoit des informations. Donc, le comité de veille-là, il y a une partie du COJES qui fait partie de ce comité de veille-là. Il y a quelques membres du COJES qui fait partie de ce comité de veille-là, composé des élèves. Donc, c'est un comité qui comprend et les élèves et les parents, avec l'administration aussi. Merci beaucoup, madame. Je vais me tourner vers vous, madame Hawa. Vous êtes au point focal santé scolaire. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, on parle de santé scolaire. Là, c'est la santé mentale. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour, dans le cadre de la lutte contre la consommation de la drogue à l'école? Tout à fait. Donc, je me joins à ma collègue COJES. Donc, tout de suite, elle a parlé des différentes structures, dont le club de santé. Donc, avec l'État, il y a eu la politique d'instaurer dans chaque établissement secondaire un comité de santé, un club de santé scolaire. Donc, c'est quoi son rôle? Oui, d'abord sa composition. Donc, c'est un club composé de 12 membres, dont 6 filles, 6 garçons. Ensuite, ils sont appuyés par le personnel d'encadrement, dont l'administration, un professeur de SVT, un professeur de EF, il y a l'APE et la ME. Donc, voici la composition du club de santé. Donc, comme son nom l'indique, le club de santé veille à tout ce qui, sur toutes les questions d'hygiène et de santé dans les différents établissements. Ce sont des clubs qui organisent des sketchs, des poèmes, et à travers ces sketchs-là, ils développent des thèmes sur les différentes pratiques néfastes-là dont nous vivons aujourd'hui. Et c'est efficace ce qu'ils font? Très efficace. Ça a commencé à donner des fruits? Oui, parce que après la présentation des différents sketchs, il y a des élèves qui viennent vers nous ou bien vers le club de santé et ils demandent maintenant, comment nous qui avons commencé à prendre de la drogue là, comment on va faire pour ça? Ils commencent à venir vers vous pour demander comment arrêter. Oui. C'est le sévrage. Ça a commencé à donner. Ça a commencé à donner. Oui, madame. Oui, donc, à part, Finissez, madame. À part le club de santé aussi, il y a des ONG qui viennent toujours dans le cadre de la sensibilisation. Oui. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter ce que fait le comité de veille toujours. Il y a des établissements qui nous disent même, ils posent des actes salutaires même qui vont au-delà même de la compétence de l'administration. Parce que c'est à travers ces différents comités de veille-là qu'ils reçoivent plusieurs informations et quand ils vont faire le tour, ils constatent la réalité. Et de là maintenant, ils appellent les parents pour leur dire voilà la situation dans laquelle se trouve votre enfant et ensemble, ils trouvent des solutions pour remédier. Merci beaucoup, madame. Nous allons entamer la dernière partie de notre émission. Monsieur le directeur, je vais revenir toujours vers vous. Quels résultats avez-vous obtenus à travers l'application de vos politiques? Vous avez parlé de la mise en place du comité de veille, le fait de fouiller les élèves. Quels résultats auxquels vous êtes parvenus? Oui, effectivement, nous sommes arrivés à un résultat satisfaisant parce que maintenant les élèves sont attentifs. C'est-à-dire que le laisser aller qu'ils pensaient qu'on faisait et qui les permettait de venir avec n'importe quoi dans leur sac, maintenant avec cette fouille, ça a diminué. Ça a beaucoup diminué et ça a beaucoup amené leurs fruits. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de parents d'élèves qui m'ont interpellé pour me dire dans tel établissement, ce qu'ils font, vraiment, c'est très bien. Et ils sont contents que l'administration là fait un bon travail,
fouillent les élèves d'abord avant de rentrer. Parce ils disent que quand eux, les enfants les quittent, ils ne savent pas où ils passent pour avant d'aller à l'école. Donc, pour eux, vraiment, c'est très bien et qu'ils encouragent même cet établissement vraiment à continuer à faire cette pratique. Donc, je peux dire que vraiment, ça a porté ses fruits. Et selon mes informations, on ne reçoit plus, en tout cas, de plaintes comme ça par des élèves ou par l'administration de tel comportement. Moi, dans mon entité, vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations et que ce comité de veille là dont j'avais parlé et que la camarade aussi a appuyé, c'est des élèves comme eux. Et c'est une très bonne chose. Mais maintenant, peut-être pour aller au niveau des solutions, je suggérais que si l'État peut mettre à la disposition de chaque établissement, je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être faire un échantillonnage, d'accord, mettre des psychologues et des sociologues peut-être à la disposition donc des établissements. Et pourquoi pas peut-être si la fédération de la jeunesse, le conseil, n'est-ce pas, peut dans ses activités aussi voir quel appui ce conseil-là peut amener effectivement à ces établissements qui sont ciblés. C'est-à-dire c'est pour un premier pas d'abord, pour voir quel est l'impact que ça va amener. Donc trouver des psychologues ou des sociologues pour mettre dans les établissements pour que, en cas de ces trucs-là, que ces élèves-là soient pris en charge directement par ce psychologue. Vous voyez? Et peut-être maintenant, on va essayer de faire pour voir quel a été l'impact, la présence de ce psychologue-là dans les établissements. Merci beaucoup, M. le Docteur. M. Yacouba, nous savons que dans d'autres établissements, quand on prend un enfant qui consomme de la drogue ou même qui vend de la drogue, parce qu'il est avéré dans certains établissements, les enfants qui vendent de la drogue, cet enfant est mis dans les mains de la police et il est exclu de l'école. Est-ce que c'est une politique qui peut apporter ses fruits? Mohamed, vous savez, dans cette question de drogue, moi j'ai l'habitude de le dire, les jeunes, nous sommes juste des simples victimes. Oui, on peut prendre un élève ou bien un jeune qui vend de la drogue à ses pairs. Mais il faut toujours regarder derrière ces jeunes-là qui est son fournisseur. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la plus grande majorité, Mohamed, ces jeunes sont utilisés. Il va vendre, on va prendre quelques miettes, lui donner. Mais le monsieur qui gagne le fruit de cette vente, il est quelque part. Donc je pense que cette politique, d'ailleurs, Mohamed, la question, il va falloir qu'on puisse beaucoup réfléchir. Au passage, la proposition du directeur, je pense que c'est faisable. Au niveau du conseil, même si, en tout cas, nous n'avons pas la capacité, si on peut le dire, organisationnelle de mettre à la disposition des écoles des psychologues et des sociologues, mais Dieu merci, aujourd'hui, quand vous prenez même les conseils des jeunes qui sont dans les communes, vous allez voir, en tout cas, les gens ont un bon profil. C'est des licenciés, des gens qui ont des masters, des gens qui ont même qui sont en train de faire des thèses. Donc là, nous, ce que nous pouvons faire, en tout cas, c'est de faire un grand plaidoyer pour que, surtout, le contexte est favorable. Surtout, le contexte est favorable dans les grandes réformes que le ministère aussi va engager. Je pense que la jeunesse peut appuyer à travers un plaidoyer, peut appuyer les services techniques de l'État pour comprendre une décision politique qui va prendre, pour comprendre une décision pour que tel nombre d'élèves dans un établissement, il faut la présence obligatoire d'un psychologue ou d'un sociologue. C'est possible parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces psychologues et des sociologues qui sont les produits des universités. Donc je pense que par rapport à la capacité technique pour le pays, nous avons les ressources humaines. Donc il suffit juste qu'on complète, qu'on appuie les techniciens pour que la solution, pour qu'une décision politique Merci beaucoup, M. Yacouba. Madame, vous qui êtes des parents d'élèves, nous savons qu'à un moment donné, même au niveau des parents d'élèves, il y a un déni. C'est-à-dire, ils refusent que les enfants consomment de la drogue. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait que les parents ont pris conscience de cela, a apporté un fruit dans la lutte que les parents mènent? Voilà. Et donc, à travers ces parents-là, il y a eu une prise de conscience.
parce qu'il mène des sensibilisations à ces élèves-là. Il y a des caravanes de sensibilisation qui passent un peu partout, de temps à autre dans les établissements aussi, pour sensibiliser les élèves sur la prise de la conscience de la santé mentale. Donc les parents sont avec eux à tout moment. Parce que chaque fois quand on vient dans un établissement, la plupart des établissements, il y aura au moins un membre du COJES qui est là présent pour aider, pour voir, pour aller vers ces enfants-là, voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, il les appelle, il les sensibilise, soit en plein air ou bien à huis clos, on le sensibilise. Et maintenant, donc, l'enfant, avec sa prise de conscience, on constate qu'ils ont commencé à diminuer. Merci beaucoup, madame. Nous sommes presque au terme de notre émission. Madame Hawa, vous qui êtes de l'association des mères éducatrices et de la santé scolaire, les actions que vous avez eu à faire ont apporté des fruits? Oui, ils ont apporté des fruits. Tout à l'heure, je vous disais qu'après les sensibilisations, il y a d'autres qui viennent et ils cherchent recours, ils cherchent comment solutionner leurs problèmes. Donc, partant de cela, moi, donc, l'appel que je vais lancer à mon collègue du conseil régional, il parle de conseil régional, il parle de plaidoyer. Donc, dans votre plaidoyer là, il faut surtout penser à nous de l'éducation. Surtout penser à nous donc de l'éducation. Pensez à ces clubs de santé là, parce que nous savons le travail qu'ils mettent dans les établissements. Oui, ils développent plusieurs thématiques. Donc, la consommation de la drogue, la délinquance, les grossesses, tout là. Donc, vraiment, on leur donne un bras de fer pour qu'ils puissent mener les activités. À bien leurs activités. Merci beaucoup, madame. Monsieur le lecteur, nous sommes... Oui, je voudrais juste donner effectivement un exemple, mais je ne vais pas donner... Nous sommes au terme de l'émission. Oui, c'est pour vraiment appuyer, comme vous l'avez dit, que ça a apporté son fruit. Je me rappelle l'année dernière, j'ai été interpellé par un établissement. Bon, je ne vais pas évoquer le nom pour une question de secret. Donc, cet établissement-là a surpris des élèves avec de la drogue dans la classe. Je vous dis dans la classe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font de passe-passe pour surveiller si l'administration n'est pas en train de les regarder. L'un est parti dans la douche. C'est là-bas qu'il est parti consommer. Maintenant, en sortant, il a fait signe à son second et son second est parti. Et c'est en ce moment maintenant qu'on les a pris la main dans le sac. Je vous dis la main dans le sac. Ça, j'ai été interpellé. Et j'ai été dans l'établissement. J'ai vu de visu la drogue. J'ai vu les élèves en question. Et devant eux, nous avons détruit la drogue. Et ces élèves-là, on a appelé leurs parents et on les a montré, voilà ce que vos enfants ont amené dans l'école et en classe en train de consommer. Mais la mère d'un de ces élèves-là était tombée. Non, je voulais. C'est un peu. Jamais imaginé. Oui, voilà, tout cas, hein? On dit que son enfant, voilà ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je vous dis, des fois, les parents ne savent pas ce que les enfants font en dehors de la maison et l'école. Donc, c'est un exemple pour vous dire, maintenant, quand on les a pris, et il y a eu des sanctions qui ont été choses, c'est le parent même qui a enlevé son enfant de cette école. Le parent même, il a dit, merci beaucoup. C'est pas une solution aussi. C'est pas une solution, mais on a plaidé au moins de choses du parent. Bon, il faut, si tu veux, tu l'amènes dans un autre établissement. Mais ici, ce n'est plus possible. Merci beaucoup, monsieur le lecteur. Pour tirer une conclusion, nous dirons que la lutte contre la consommation de la drogue dans les établissements scolaires à Maradi doit amener tous les acteurs à une synergie d'action parce que le problème est réel. La présence d'un psychologue comme moyen de lutte dans les établissements peut aussi apporter sa contribution. Tout à fait. Chers participants, merci monsieur le directeur départemental de l'éducation, merci pour votre participation. Merci Yacoub Labo du conseil régional de la jeunesse, merci pour votre participation. Madame Lawali Hawa, Association des mères éducatrices et Point Focal Santé Scolaire, merci de votre participation. Merci, Madame Nagadi Balkissou, Point Focal COJES, merci aussi de votre participation. Merci et beaucoup. à bientôt. Merci bien.